Bonjour le Bénin, bonjour à toutes et à tous. Immense plaisir, comme tous les autres jours, de vous retrouver sur 5 sur 7 matin, la matinale que vous propose Bénin Télévision tous les jours entre 7h, 9h, 6h, 8h, temps universel. Nous sommes aujourd'hui mardi 11 mars 2025 et comme tous les autres mardis, nous vous parlerons santé, nous vous parlerons également environnement. Et dans Mardi Santé, on s'intéresse au diabète gestationnel, ces troubles de la glycémie qui surviennent chez la femme enceinte vers la fin du deuxième trimestre et peuvent durer le temps de la grossesse ou être révélateur d'un diabète antérieur. Quels sont les symptômes et les causes, les risques pour la mère et le fœtus, comment se réalise le dépistage et quel est le diagnostic, quels sont les traitements disponibles. Eh bien, nous allons retrouver Yasmine Damata qui va nous en parler, elle nous donne des explications, elle interroge un médecin gynécologue. Faire le tri des déchets, assainir son cadre de vie, éviter de consommer du plastique. Comment mieux éduquer à l'environnement? Qui sont ces jeunes qui s'engagent pour la planète? William Tchouki reçoit pour nous des invités qui ont choisi de conquérir des cœurs à la lutte écologique en travaillant avec les enfants, des âmes innocentes, faciles à façonner. Son objectif, créer des héros de la planète. Et vous le savez, les eaux territoriales béninoises ne seront plus des no man's land, des zones de non-droit pour les trafics de tout genre. Le Bénin a décidé de la mise en place d'un dispositif ultra moderne pour sécuriser, surveiller toute sa façade maritime. Désormais, plus rien ne sera comme avant, plus rien n'échappe à la préfecture maritime. C'est, disons, l'œil qui surveille H24 nos côtes. Comment tout ceci est orchestré? Nous serons avec le contre-amiral Fernand Maxime Aoyo qui va nous donner les précisions. Et puis, le Bénin, terre de biodiversité, abrite une faune sauvage d'une richesse exceptionnelle, mais quel est véritablement l'état de ces espèces qui font la fierté de notre patrimoine naturel? Des majestueux éléphants que vous voyez là, d'ailleurs, en passant par les innombrables espèces d'oiseaux et de reptiles, nous allons explorer évidemment les défis auxquels ils sont confrontés: braconnage, déforestation, changement climatique, mais aussi nous allons nous arrêter sur les initiatives porteuses d'espoir, les actions de conservation et les acteurs engagés qui œuvrent pour préserver ce trésor inestimable. Vous savez désormais tout ce qui fera l'ossature, le menu de cette émission 5 sur 7 de ce mardi 11 mars 2025. Tout de suite, le premier grand format de l'actualité sur Bénin Télévision, c'est bien le bulletin d'information de Marcel Arrossi. Marcel Arrossi, bonjour. Herman, bonjour, bonjour à tous. Comment allez-vous? Très bien, merci. Avec vous, on prend notre petit déjeuner informatif. Comme toujours, bienvenue donc au premier grand format de l'actualité. C'est l'une des 250 plus grandes entreprises de construction en termes de valeur de projets internationaux. La China Jiangxi International est spécialisée dans les projets d'aide étrangère de la Chine pour la construction de diverses infrastructures. À son cabinet ce matin, la vice-présidente de la République a reçu en audience le président du conseil d'administration de cette entreprise. C'était donc hier le point des échanges avec Gloria Oni et Ramatoulaye Wani. Le président du conseil d'administration de China Jiangxi International Economic and Technological Cooperation, CEGIC, est au Bénin, reçu au cabinet de la vice-présidente de la République. C'est la première fois que je viens au Bénin. Lorsque mon avion était sur le point d'atterrir, j'ai regardé par le hublot et j'ai trouvé que la planification urbaine du Bénin était bien organisée et ordonnée. Le CEGIC est actuellement en charge de 2 projets hydrauliques et d'un projet agricole en cours de réalisation au Bénin. La délégation s'engage à accélérer l'exécution de ces travaux. De son côté, la vice-présidente insiste sur l'importance de garantir la qualité des infrastructures à construire. Au cours de la discussion, elle a souligné que dans le cadre de notre coopération, l'exécution rigoureuse des projets était primordiale. Elle a insisté sur l'importance de livrer les projets en cours selon les normes élevées et dans les délais prévus. Cette rencontre avec Madame la vice-présidente a renforcé notre détermination à nous implanter durablement au Bénin, à y consolider notre présence et à y développer davantage nos activités. Un moment marquant de cette rencontre, échange de cadeaux symboliques entre
la vice-présidente et le président du conseil d'administration du CEGIC. Une clause de confidentialité à respecter et des obligations à remplir. Voilà ce qui engage désormais les responsables d'institutions sous tutelle de la Haute Cour de justice. Ils sont en possession de leurs lettres de mission depuis hier. Ils les ont officiellement reçues des mains de la présidente de la Haute Cour de justice sous les yeux de Christelle Tongolo et Alexis Sokonob. Après 24 ans d'existence, la Haute Cour de justice prend un nouvel élan. Un changement que le secrétaire général salue, mettant en avant les avancées réalisées sous l'actuelle présidence. Il réaffirme au nom de ses pairs la volonté de consolider ses progrès et de corriger les insuffisances pour assurer une meilleure efficacité de l'institution. En implorant votre indulgence sur nos limites, nos insuffisances et nos manquements, nous prenons l'engagement résolu de tout faire pour être à la hauteur de vos attentes et essayer quelque peu de correspondre à la chance que vous nous donnez de prendre une part, même minime ou infime, à la marche historique de la Haute Cour de justice. Dans cette dynamique, des lettres de mission ont été remises aux responsables, précisant leurs obligations et responsabilités. Chacun est également tenu de signer un engagement de confidentialité, un principe clé pour garantir la rigueur et l'intégrité des travaux de l'institution. Sachez qu'au-delà du contenu de ces documents que vous avez reçus ou que vous allez recevoir, en tant qu'agent d'une juridiction, et particulièrement d'une juridiction constitutionnelle, vous êtes astreint à des obligations. Dans la République, il y a 3 pouvoirs. Le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir juridictionnel. Ces 3 pouvoirs sont indépendants les uns des autres. Vous faites partie d'une haute juridiction constitutionnelle, donc du pouvoir juridictionnel. Un pouvoir se doit d'être responsable, a rappelé la présidente de la Haute Cour de justice, soulignant que tout manquement à ses engagements entraînera des sanctions. Une approche qui vise à renforcer la crédibilité et l'efficacité de l'institution. Et la Journée internationale des droits des femmes, on en parle toujours. Elle n'est pas passée sous silence dans la commune d'Abomey-Calavi. L'utile est joint donc à l'agréable avec une causerie sur les actions du gouvernement de Patrice Talon à l'endroit des femmes. À la paroisse Saint-Jean, apôtre de Ouéga, les participantes sont venues de 5 arrondissements. Le point. Avant l'âge de 18 ans, plus d'une femme africaine sur 5 subit une agression sexuelle ou un viol, selon l'UNICEF. Une réalité alarmante qui, longtemps passée sous silence, commence à s'imposer dans les discussions politiques et sociales. À l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, une causerie a été organisée à Abomey-Calavi pour informer les participantes des actions gouvernementales en leur faveur. L'objectif, leur donner les outils nécessaires pour défendre leurs droits et refuser toute forme de violence et discrimination. Désormais, les femmes victimes de violences disposent d'un réseau d'interlocuteurs pour les accompagner. Et l'Institut national de la femme, appelé INF, joue un rôle central dans cette dynamique. Au Bénin, nous avons fait briser le silence sur les violences grâce à un mécanisme efficace. Le gouvernement béninois a mis en place un cadre législatif strict pour protéger les droits des femmes et lutter contre les violences basées sur le genre. Ces mesures visent à renforcer l'accès à la justice et à garantir un meilleur accompagnement des victimes. Nous avons identifié, soutenu et formé des groupements féminins composés de plus de 8500 femmes. Leur formation en gestion financière a permis d'accroître leur productivité et leur offrir un avenir durable. Formation pour les femmes dans la transformation agroalimentaire, touchant toutes les communautés. À ce jour, le microcrédit à la FIA a offert à plus de 650 000 bénéficiaires, dont 84% de femmes, des avantages évidents. Les exonérations de scolarité ont été maintenues et améliorées
pour s'étendre jusqu'en classe de terminale. C'est pour la première fois que nos femmes ont appris qu'il y a ce genre de choses. Nous remercions le gouvernement. Cette initiative est portée par un groupe de femmes issues de 5 arrondissements de Calavi, Toba, Ouiga, Drabo, Dodja et Kanzumpa. Fortes des échanges et des enseignements reçus, elles repartent avec une détermination renouvelée, œuvrer pour leur autonomisation et lutter contre toute atteinte à leurs droits. Et l'autonomisation des femmes, essentielle donc au bien-être des sociétés, elle représente la voie vers une croissance économique inclusive et durable, ce qui constitue un prérequis pour résoudre les problématiques majeures du développement. Si des avancées sont enregistrées sur la question, en l'occurrence au Bénin, les défis ne sont pas du reste. On en parle dans le dossier économie, c'est avec Jennifer Sativi. Renforcer la position économique, politique et sociale de la femme est essentiel pour le développement. Son autonomisation se veut être un frein aux inégalités du genre, mais reste aussi l'une des voies les plus sûres pour éradiquer la pauvreté et assurer une croissance durable et inclusive. Quand on regarde par exemple en milieu rural, ce sont les femmes qui font les jardins de cases. Et donc, le maïs qui a été produit des mois est dans le grenier, mais c'est elle qui va amener au quotidien un peu d'argent pour la sauce, un peu d'argent pour la poche des enfants, ainsi de suite. Donc, elle a déjà cette dynamique traditionnelle-là. Si elles sont compétitives, elles vont aussi créer des emplois, elles vont développer des compétences, elles vont vendre, elles vont produire des services, elles vont donc contribuer à la croissance économique. C'est pour ça que depuis les années 2012, la Banque mondiale essaye de montrer qu'il y a un lien, il y a un très fort lien entre l'égalité de genre et la croissance économique. Au Bénin, plusieurs actions visent à renforcer l'autonomisation économique des femmes en libérant le pouvoir et le potentiel des jeunes femmes et filles. Vous allez remarquer que le Bénin fait un effort pour essayer de lutter contre les discriminations de genre qui empêchent les femmes de s'épanouir. C'est parce qu'on sait que si les femmes sont en paix, si elles ne sont pas victimes de violences, si les femmes vont à l'école, qu'elles apprennent un métier, qu'elles ont accès à l'emploi, que en matière de santé, elles sont en bonne santé de façon indubitable, elles vont agir sur la croissance économique. On a aujourd'hui une agence principale là, des PME qui centralise toutes les opportunités et qui crée des événements pour communiquer. C'est déjà très bien. Et il y a beaucoup de structures aussi qui vont vers le Nord Bénin au vu de ce qu'on sait de toutes les situations qui perturbent les communautés pour que les activités génératrices des femmes soient plus structurées et plus pérennes. Donc, beaucoup de projets, programmes s'orientent vers ces cibles-là et savent qu'elles sont le moteur de l'économie béninoise. D'importantes avancées et pourtant des défis demeurent. On sait qu'aujourd'hui, 80% des entreprises de transformation agroalimentaire, les PME, sont portées par des femmes qui ne sont pas dans des grands bureaux, qui ne sont pas dans des grandes activités et qui doivent pouvoir non seulement s'autofinancer, mais aussi contribuer aujourd'hui à la vie de la famille. À partir de ce moment, on doit rééquilibrer l'accès à l'information, l'accès aux opportunités, mais aussi rééquilibrer sur les questions de santé mentale, mais aussi nutritionnelle. Il ne faut pas se leurrer, même si on a une forte croissance, on peut ne pas avoir un développement. Le développement s'installe lorsque la croissance produit une qualité de vie pour chaque Béninois. Et donc, si on laisse toujours de côté ces femmes, si on les traumatise, si on ne leur donne pas accès à une bonne éducation, à une bonne formation professionnelle, si on ne sauve pas les adolescentes et les adolescents des risques de sexualité qui vont endommager leur santé de la reproduction, on peut être sûr qu'on est en train de compromettre les générations à venir. Au Bénin, le budget global pour la promotion et l'autonomisation des femmes est estimé à plus de 2 milliards de francs CFA sur une femme est estimé à plus de 2 milliards de francs CFA sur une période de 5 ans.
Et depuis samedi 8 mars 2025, la première édition de la foire islamique de Ramadan Firam a officiellement ouvert ses portes sur l'esplanade du rond-point Sainte-Cécile à Cotonou, capitale du Bénin, donc économique. À la faveur d'une cérémonie officielle de lancement, ce grand rendez-vous commercial de foi et de développement aura réuni des personnalités politico-administratives, des religieux, des participants ainsi que des curieux. Benjamin Denayon et Blaise Adampo. La foire islamique du Ramadan Firam 2025 fait son entrée à Cotonou, offrant un espace unique de rencontres, d'échanges et de partage. À travers une diversité d'exposants et de produits, la Firam 2025 célèbre la richesse du patrimoine islamique tout en stimulant les initiatives économiques locales. Première dans l'histoire du Bénin, qui se tient ici à Cotonou et qui rassemble les musulmans, les commerçants, les pratiquants et puis toutes autres personnes intéressées par l'islam. Le fait de se mettre ensemble, on peut développer l'islam, on peut créer des initiatives, avoir des objectifs louables pour que l'islam évolue très bien au Bénin. Portée par le Bureau exécutif national de l'Union islamique du Bénin, cette première édition du Firam s'inscrit sous le thème Solidarité et développement, le Ramadan, un tremplin pour promouvoir les valeurs islamiques et l'économie locale. Le message important qui a été donné, c'est que la solidarité, l'entraide, la fraternité ne sont pas seulement matérielles, elles sont aussi spirituelles, dans le fait que nous devons dépasser nos défauts et apprendre à devenir un meilleur musulman, un meilleur citoyen et une meilleure version de nous-mêmes. Pendant le mois de Ramadan, on s'abstient de manger et de boire durant toute la journée. Donc, il faut rattraper au moment de la rupture du jeûne jusqu'avant l'aube, rattraper notre hydratation qui va consister normalement à boire environ 1,5 à 2 litres d'eau. La foire, accessible aussi bien aux musulmans qu'aux non-musulmans, se tient jusqu'au 16 mars au Carrefour Sainte-Cécile à Cotonou. La Firam 2025 s'annonce comme un rendez-vous incontournable de cette période de ferveur et de partage. Et voici donc venu le moment de la virgule sportive de cette édition. Le sélectionneur des Guépards, Gernot Rohr, a publié hier 10 mars la liste des joueurs retenus pour les matchs contre le Zimbabwe et l'Afrique du Sud, comptant donc pour les 5e et 6e journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Blaise Adampo, Igor Ayosso. Avant d'annoncer officiellement les joueurs retenus pour les 5e et 6e journées des éliminatoires de la Coupe du Monde, Gernot Rohr a adressé un message à son groupe. Franchement, chapeau à mes joueurs d'avoir fait les deux résultats. Le premier, c'était contre le Nigeria. On a fait le match nul qu'il nous fallait. Et ce deuxième en Libye qui nous a donné la qualification pour la CAN. La liste comprend 25 joueurs avec une répartition équilibrée, 3 gardiens, 9 défenseurs, 7 milieux de terrain et 6 attaquants. Parmi eux, un nouveau visage fait son apparition, Candace Fiogbe, évoluant à l'Atalanta Bergame, en Italie. C'est un jeune joueur qui a 19 ans, bien plus jeune qu'Aquinola, et que nous avons su convaincre de venir jouer avec nous. C'est Fiogbe. Donc il est à Atalanta. Il joue la Youth League, il a été très bon, il a marqué des buts, on l'a suivi depuis un moment, on l'a rencontré. Et puis c'est un garçon qui est vraiment très motivé pour jouer pour le Bénin. Certains cadres manquent à l'appel, Tosin Ayegun, Cédric Rontondi et Olivier Verdon. On aurait eu tellement besoin de Tosin dans ce match-là que c'est regrettable. Ensuite, on a toujours Cédric Rontondi qui est encore out pour 2 ou 3 semaines. Olivier Verdon, c'est un cas un peu différent, il n'est pas blessé, mais il y a eu des soucis on va dire, de communication et aussi de respect mutuel. Il faut veiller à l'état d'esprit, il faut veiller à la discipline du groupe. Et si un joueur n'adhère pas à ces critères-là, il est difficile de faire partie de notre équipe, même si c'est le seul qui joue en Europe. Le Bénin se rend au stade Moses Mabida de Durban pour affronter le Zimbabwe le 20 mars, avant de recevoir l'Afrique du Sud le 24 mars au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. 2 rencontres cruciales pour espérer faire un pas de plus vers une qualification au prochain mondial en 2026.
Et manche aller pour les éliminatoires de la Coupe du Monde des filles de moins de 17 ans. Les Amazones s'imposent face aux Léopards de la RDC sur le score de 2-0. Stade Kégué à Lomé. Le résumé du match dans ce sujet que nous proposent Ernest Tétégou et William Bassabi. C'est bien mis dans l'espace pour Romain Gandonou peut-être. Pour finir, voilà! Romain Gandonou offre la victoire aux Amazones U17. Face aux Léopards, les protégés de la coach Ida Azonsou sortent victorieuses de la bataille du stade de Kégué à Lomé. Après une première partie riche en action, le Bénin finit par trouver le chemin des filets à la 65e minute. Emion Lokosso, sur une frappe à bout portant, trompe la gardienne congolaise. Romaine, elle avait fait un centre, il y avait la bille, elle a frappé et ça a contré l'adversaire et puis j'ai enchaîné en même temps et ça a donné. Je suis contente d'avoir marqué ce but pour honorer le peuple béninois. Blessés, les Léopards sortent de leur tanière et vont à l'assaut des buts de Larissa Saizonou, impeccable sur sa ligne. Alors qu'on s'achemine vers une victoire étriquée des Béninoises, Romain Gandonou, très en verve, délivre son équipe dans les tout derniers instants du match et porte le score à 2-0. Ce match, on a besoin de ces 3 points pour avancer, pour qualifier pour le 3e tour. Le peuple béninois nous attend et on a fait notre job. La victoire en poche, le coach Azonsou se projette sur la manche retour. Une victoire, il faut être satisfaite. Mais on pouvait mieux faire. L'inefficacité devant le but nous a un peu pénalisé. On aurait pu marquer 5 à 6 buts, comme vous l'avez dit. Et je pense qu'avant le match retour, c'est sur ces séquences que nous allons travailler. Fléchés par les Amazones, les Léopards sortent blessés de cette première manche. Les Léopards viennent d'être blessés, mais ils ne sont pas encore morts. Donc la guerre continue. Ce qui n'a pas marché, on a plus réagi qu'agi. Nous allons tout faire pour récupérer la situation. Avec ce résultat, le Bénin prend une avance dans la course à la qualification au tour suivant. Prochain match, dimanche 16 mars, à Kinshasa. Et l'artiste, chanteur et arrangeur Willy Mignon a été inhumé samedi dernier, décédé dans la fleur de l'âge où Willy Mignon est parti, laissant derrière une famille professionnelle qui pleure toujours. Le directeur général de l'ANAC et Rex Souza sont au micro de Gloria Oni et Françoise Nissou. Il faut regarder la vie de l'intéressé et voir ce qu'il a apporté à l'humanité, ce qu'il a apporté à sa communauté, ce qu'il a apporté à sa famille, et c'est cela ce qui reste finalement. Et comme le dit un écrivain célèbre, il y a plus fort que la mort, c'est le souvenir des morts dans l'esprit des vivants. Donc il faut travailler à ce que les vivants gardent un bon souvenir de votre passage sur Terre. C'est une grosse fête pour la musique béninoise et particulièrement pour la jeunesse parce que c'est quelqu'un qui travaille beaucoup. Il est un créateur, il est un arrangeur, tout ce qu'on peut dire. Il a plein de talents. Malheureusement, il est parti avec tous ses talents. C'est vraiment dommage que la terre lui soit légère. Il faut qu'on s'organise mieux dans nos secteurs artistiques et qu'on essaie de se prendre en charge aussi personnellement avant que les gouvernants nous viennent en aide. Voilà, qui met donc fin à ce premier journal de la journée. Rendez-vous à 13h, 20h, puis 23h30 pour d'autres nouvelles sur la télévision nationale. Et voyons voir à présent ce que disent les journaux, ce que pensent les journaux de l'actualité nationale, pourquoi pas internationale aussi à travers les sites d'information. C'est dans la revue des titres. On ouvre ce chapitre avec le quotidien matinal, le matinal. À la une donc du quotidien Le Matinal aujourd'hui, déni des progrès réalisés par le Bénin ces dernières années, le rétro-pédalage flagrant de Soglo, régulation de la vente de lait infantile de premier âge au Bénin, les structures non réglementaires sommées, un ultimatum de 3 mois donné par l'ABMED ou l'ABMED, l'économiste du Bénin, développement
en Afrique, l'industrialisation, voie de développement des pays africains, selon l'ancien président Soglo. Transformation économique dans l'UEMOA, 13 écosystèmes régionaux annoncés pour la compétitivité. Fraternité, réouverture des frontières entre le Bénin et le Niger. Soglo, Yayi, Issifou, charisme pour le dégel. Retour d'espoir après l'invitation du président Tiani au duo Soglo-Yayi. La nation, autosuffisance alimentaire. Le FIDA réitère son appui au Bénin. L'emblème du jour, succession de Patrice Talon, les partis politiques face au défi de la continuité. Les 4 vérités criettes, Steve Amoussou dit qu'il n'est pas l'initiateur de l'avatar Frère Onvi. Le pays, coalition de l'opposition en République de Côte d'Ivoire, Ado doit-il s'inquiéter? Point d'interrogation. Wakatsira, Olivier Monodi, encore un journaliste derrière les barreaux. C'est au Tchad. Voilà pour les titres. La revue de presse dans un instant. On vous retrouve en fin d'émission, bien sûr, pour la revue de presse. 5 sur 7 matin à suivre donc dans les prochaines minutes. Mardi santé. Juste après, on sera avec le préfet maritime. On va vous expliquer tout autour de ce dispositif qui permet désormais au Bénin de surveiller ses eaux territoriales. Désormais, le Bénin et les eaux du Bénin ne seront plus un no man's land pour les trafics de tout genre. A tout de suite avec Yasmine Damata et son invité. Comment faire une dénonciation auprès de la cellule d'analyse et de traitement des plaintes et dénonciations des faits de corruption? 1. Rendez-vous sur le site web www.dénonciation.bj depuis votre navigateur. 2. Cliquez le menu dénoncer dans la barre de menu. 3. Remplissez le formulaire de dénonciation qui s'affiche avec des preuves, si vous en avez, et renseignez un code secret à 4 chiffres qui vous permettra de suivre votre dénonciation. 4. Déclinez votre identité si vous le souhaitez ou continuez en tout anonymat. 5. Notez le code de suivi qui s'affiche sur votre écran pour suivre le traitement de votre dénonciation. 6. Enfin, si vous aviez renseigné une adresse email valide, vous recevrez une notification dans votre boîte email avec le code de suivi. Vous pouvez aussi appeler gratuitement le numéro 155 pour soumettre vos préoccupations. Tous ensemble, œuvrons pour la consolidation de la bonne gouvernance au Bénin. Bienvenue, si vous venez à l'instant de nous rejoindre sur 5 sur 7 matin. Dans Mardi Santé, on vous parle du diabète gestationnel. Ces troubles de la glycémie qui surviennent chez la femme enceinte vers la fin du 2e trimestre et peuvent durer le temps de la grossesse ou être révélateurs d'un diabète antérieur. Quels sont les symptômes et les causes? Quels risques pour la mère et le fœtus? Comment se réalise le dépistage et le diagnostic? Quels sont les traitements? Eh bien, on en parle avec Yasmine Damata qui nous donne des explications. Elle interroge pour nous un médecin gynécologue. Yasmine, bonjour. Bonjour Rodrigue Edmond Amigan. Comment allez-vous? Toujours la pleine forme et un plaisir d'être sur ce plateau tous les mardis avec vous. Le plaisir est totalement partagé, évidemment, de partager une fois encore ces instants de télévision en votre compagnie aujourd'hui. Donc, comme je l'ai annoncé, on parle du diabète gestationnel. Et vous avez tellement posé de questions que j'ai pratiquement plus de questions à poser. C'est juste de saluer les téléspectateurs et de les inviter à suivre le développement de notre invité, le médecin gynécologue, Komlan Agossou, qui est un habitué de notre plateau, qui va un peu plus nous expliquer déjà c'est quoi le diabète gestationnel et pourquoi il faut le craindre. Alors, le diabète gestationnel, c'est une anomalie liée à la consommation du glucose au sein de l'organisme de la femme. Et cela regroupe un certain nombre d'anomalies. En fait, quand on parle de diabète gestationnel, on fait référence au diabète déjà préexistant à la grossesse. Mais on fait appel également à la notion même du diabète gestationnel qui concerne les troubles de glycémie découverts autour d'une période précise de la grossesse, c'est la période de 24 à 28 semaines, donc entre la fin du 5e mois et la fin du 6e mois.
Et puis, il y a une forme particulière qui est le diabète gestationnel du premier trimestre. Celui-là est probablement un diabète préalable également à la grossesse, mais méconnu, et dont la prise en charge ou la réponse thérapeutique n'est pas forcément bien connue. Je rappelle que le diabète gestationnel, lui, il disparaîtra habituellement à la fin de la grossesse. D'accord. Et que, évidemment, le premier type, qui est le diabète préexistant, il peut être un diabète soit insulinodépendant, donc de type 1, ou un diabète de type 2 sous traitement médicamenteux. Celui-là, il va persister, évidemment, après la grossesse. Donc voilà un peu ce qu'on regroupe dans diabète gestationnel. Mais si je comprends bien, c'est-à-dire que quand la femme a déjà un diabète préalable, qu'elle peut faire un diabète gestationnel, ou juste ça peut venir seulement au cours de la grossesse? Oui, en fait, c'est-à-dire que lorsqu'on a une femme enceinte et que sa glycémie n'est pas normale, elle a un diabète gestationnel. Tout à fait. En fait, c'est ce qu'il faut entendre. D'accord. Maintenant... Donc, antécédent diabétique ou pas antécédent, si sa glycémie n'est pas normale, elle fait un diabète gestationnel. Donc, diabète, une situation qui arrive au cours de la grossesse où on a la glycémie qui n'est pas normale, ça s'appelle diabète gestationnel. Maintenant, ça concerne qui? Ça concerne soit une femme qui est déjà diabétique, connue ou pas. D'accord. Ou bien, ça concerne une femme qu'on découvre pour la première fois comme diabétique. Et est-ce qu'il y a des signes pour déjà, sans faire le test, pour savoir que cette femme enceinte fait un diabète? Non. Il n'y a aucun signe. Il faut forcément faire le test. Il n'y a aucun signe. Le diabète gestationnel n'offre pas de signes particuliers. Maintenant, oui, il y a quand même aussi des manifestations possibles. C'est une tendance à trop manger. Ah, d'accord. Ça, c'est connu que ça peut faire penser... monter le taux de la glycémie. Voilà, ça peut faire penser au diabète. Une tendance à trop uriner. D'accord. Et une fatigue inexpliquée, pernicieuse. Maintenant, généralement, les femmes enceintes ne maigrissent pas. Je voulais justement demander la prise de poids chez une femme enceinte. Est-ce que ça peut donner droit à une susceptibilité de diabète gestationnel? Oui, mais c'est dans des proportions bien précises. Parce que en matière de diabète gestationnel, la prise de poids est excessive. Et cela, ça se manifeste par une prise de poids qui dépasse les 2 kilos par mois. D'accord. Donc, qu'au bout des 9 mois de grossesse, c'est évident qu'on a dépassé une prise de poids de 15 kilos. Ça, c'est des signes sur lesquels on peut se baser pour penser à un diabète gestationnel. Et fait donc le diagnostic? Alors, il y a des facteurs de risque aussi. D'accord, lesquels? Donc, ça veut dire qu'il y a certaines femmes qu'on peut déjà identifier comme des personnes qui pourraient avoir un diabète gestationnel. C'est des personnes qui sont déjà en surpoids. Donc, des personnes chez qui la corrélation entre le poids et la taille est anormale. L'indice de masse corporelle. L'indice de masse corporelle, comme on l'appelle, c'est le poids rapporté au carré de la taille. Donc, cela peut être anormal. Un index supérieur à 25 est déjà anormal. Bon, il y a les antécédents familiaux au premier degré. Donc, si le père ou la mère ont le diabète, ou si la tante ou quand un membre de la famille a le diabète, forcément, on se dit que cette personne doit forcément avoir il y a le diabète. un risque de diabète. Et les problèmes de maladies métaboliques chez les femmes, ou des questions d'antécédents cardiovasculaires, tout ça, ça participe de facteurs de risque d'un diabète gestationnel. Donc voilà un peu
ce qu'on peut dire de ces facteurs de risque. Pour ces facteurs, c'est au cours d'une consultation qu'on pose des questions à la femme enceinte pour qu'elle puisse dire, c'est bien cela. Voilà, c'est des éléments que les professionnels de la santé prennent en considération pour pouvoir orienter la surveillance et procéder à des tests de dépistage pour savoir exactement ce qui se passe. À quelle fréquence la femme déjà peut faire ces consultations? Alors, les consultations prénatales, c'est mensuel. Chaque mois. Dès la conception. D'accord. Une fois par mois, il est recommandé d'aller en consultation. Mais alors maintenant, quand on sait que la femme est déjà à un diabète gestationnel, quels sont les risques pour la femme déjà, avant qu'on aborde le côté du bébé? Bon, la femme elle-même, elle a deux genres de risques au cours de la grossesse. C'est le risque de développer la maladie hypertensive et ses corollaires. Oui. Donc, la prééclampsie, l'hypertension artérielle gravidique et la prééclampsie, ce sont les maladies les plus importantes qu'il peut avoir. Et ces maladies peuvent avoir des conséquences de tout genre. On va citer l'éclampsie, on va citer l'hématome rétroplacentaire. C'est des complications pour la grossesse, c'est bien cela? Ça, c'est des complications pour la grossesse, mais il peut y avoir aussi un accident vasculaire cérébral ou d'autres types de complications vasculaires ou rénaux qui sont liées à cette élévation anormale de la tension artérielle, par exemple. Donc ça, c'est le premier risque immédiat. Et secondairement, il y a le risque de la césarienne. D'accord. Donc, une femme qui présente un diabète gestationnel court un risque plus élevé qu'une femme ordinaire d'avoir un accouchement par césarienne. Et étant donné que ce n'est pas une sinécure d'avoir une césarienne, il pourrait avoir des conséquences de tout genre. Le risque d'anesthésie, il est là, le risque d'hémorragie est présent. Et tout ça, donc, pourrait être délétère à la santé de la femme. Tous ces risques sont liés c'est au moment de l'accouchement qu'elle a tous ces risques. Ou c'est toujours au cours de la grossesse qu'elle peut faire. Quand on parle d'hypertension artérielle, on parle d'hypertension artérielle. L'hypertension artérielle, ce n'est pas au cours de l'accouchement qu'on va attendre. Forcément, cela pourrait arriver au cours de l'accouchement, mais c'est une complication que la femme, elle peut avoir. Donc, à tout moment. C'est à quel moment? C'est toujours au cours de la grossesse. Le premier trimestre. C'est le deuxième trimestre en général, après éclampsie. Donc c'est après 20 semaines d'aménorrhée. Donc disons à la fin du premier trimestre, au début du deuxième trimestre, c'est en ce moment que la prééclampsie peut apparaître. C'est-à-dire que on a une hypertension artérielle qui va être associée à la présence de ce qu'on appelle de l'albumine dans les urines. Donc il y a une fuite au niveau des reins de l'albumine qui normalement ne passe pas dans les urines. Je crois que c'est un sujet qu'on va aborder un peu plus un autre jour. Si on a l'occasion. Oui, justement. Mais dites-nous, quels sont les risques de diabète gestationnel sur le bébé? Alors, donc, cela nous donne deux catégories de situations. Il y a la situation dans laquelle on aura le diabète en début de grossesse au premier trimestre et il y a la situation dans laquelle le diabète sera découvert ou va commencer à être manifesté après le deuxième trimestre. Donc, c'est 24 à 28 semaines. Alors, dans la première situation, c'est les risques de malformation. Il y a des risques de malformation au niveau de l'embryon qui peuvent conduire à la fausse couche, si c'est des malformations très graves. Je vois. Il y a aussi des risques de fausse couche, simplement, aussi. Puis, il y a les risques que le fœtus s'arrête de se développer à cause des troubles glycémiques. Donc, il y aura une rétention d'un fœtus mort au sein de la mère. Au-delà, bien, il y a des troubles de la croissance du fœtus. Donc, ces troubles de la croissance vont dans les deux sens. Autant, il peut y avoir un ralentissement de la croissance, ce qui va donner un retard de croissance. C'est plus rare. Mais donc, un bébé de très petit poids, c'est ce qu'on appelle le retard de croissance. Ou alors, et le plus souvent, il y aura un développement excessif du fœtus lié justement aux troubles de la glycémie.
On sait, et j'informe pour dire que au sein de l'organisme, le pancréas produit, je pense que nous connaissons le pancréas. C'est une des glandes digestives. Ça produit le sucre pancréatique, bien sûr. Celui-là, il rentre dans la digestion. Mais le pancréas a une deuxième fonction qui est de sécréter dans le sang ce qu'on appelle des hormones. Et deux hormones spécifiques, c'est l'insuline et le glucagon, qui sont des hormones qui agissent sur le glucose. Donc, l'une permet la consommation du glucose, et c'est l'insuline. Et l'autre permet la mise à disposition du glucose par l'organisme, c'est le glucagon. Là, c'est un coup de biologie, hein. C'est la vie. Ça nous ramène en terminale. C'est la vie. C'est comme ça que ça fonctionne. Et donc, dans la question du diabète gestationnel, il y a le glucose qui est en excès dans le corps de la maman. Alors, l'insuline de la mère ne traverse pas le placenta. Par contre, l'excès de glucose passe de l'autre côté. Et ce qui se passe de l'autre côté, c'est que le fœtus, lui, il produit plus d'insuline. D'accord, je vois. Parce que si l'insuline de la mère suivait, au moins, le surplus de glucose qui passe dans le compartiment fœtal, ce surplus aurait pu être consommé grâce à l'insuline maternelle. Mais c'est l'enfant qui produit beaucoup d'insuline. Alors, son insuline a un effet accélérateur de la croissance. Parce que on ne connaît pas, enfin, avec toutes les interactions hormonales, et avec l'hormone de croissance, etc., le fœtus va grandir beaucoup plus. Donc, ce qui fait que on a des situations extrêmes où on a des fœtus de plus de 5 à 6 kilos à la naissance. Bon, donc, ça, c'est vraiment un gros problème parce que lorsque cela est méconnu ou que l'accouchement se déroule dans un centre qui n'est pas qualifié, correctement qualifié, le fœtus, il va s'enclaver parce qu'il est trop grand. Si la tête passe, les épaules vont être coincées au niveau de l'os de la symphyse, ce qui peut créer beaucoup de dégâts de tout genre, y compris, on a assisté à des situations d'arrachement de la partie céphalique. Il y a des complications qu'on appelle l'élongation du plexus brachial, c'est-à-dire que le fait de faire une traction trop importante pour dégager le tronc fait que les nerfs qui sont au niveau de la partie du cou qu'on appelle le plexus brachial qui donne la mobilité de la main, ces nerfs vont s'étirer ou même s'arracher au niveau de leurs racines, ce qui fait que l'enfant va naître avec une difficulté de mouvoir son bras entier ou seulement la main. Ce qui donne donc des dégâts. Il y a aussi des problèmes de respiration à la naissance. Il y a des troubles de glycémie. Il y a des troubles de calcémie. Décidément, il y a vraiment de beaucoup d'ennuis. C'est mieux de contrôler son taux de glycémie quand on est enceinte alors. Et comment traite-t-on, pour finir, comment traite-t-on le diabète gestationnel? Alors, le diabète gestationnel, ce sera un mix entre une récupération de l'alimentation et l'insuline qui va être administrée de façon exogène dans les cas où la récupération alimentaire seule ne suffira pas. J'ajoute que ce n'est pas l'obstétricien, donc le spécialiste des affections de la grossesse, qui va s'occuper de ça. La prise en charge du diabète est une affaire multidisciplinaire qui concerne l'endocrinologue ou le diabétologue, qui peut être lui-même soit nutritionniste ou bien se doubler ou se faire assister d'un nutritionniste. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de spécialistes, y compris un cardiologue qui serait utile pour prendre en charge une personne, une femme enceinte concernée par le diabète au cours de la grossesse.
Merci beaucoup, docteur. Je sais qu'on n'a pas assez de temps, mais déjà, je pense que l'essentiel est dit, hein, c'est de prévenir ce mal. C'est déjà d'aller faire ses consultations chaque mois, de connaître son état, le taux de glycémie et de se faire suivre par un médecin adéquat. Tout à fait. Une glycémie forcément au premier trimestre et entre 24 et 26 semaines, un test de dépistage du diabète lorsqu'il y a les facteurs de risque. Absolument. Merci Yasmine. Et puis à ces personnes qui, du premier jour de la grossesse jusqu'au dernier jour avant l'accouchement, n'ont jamais mis pied dans le centre de santé, c'est Dieu qui veille sur eux. On ne va pas compter tout le temps sur Dieu. Comptons d'abord sur nous-mêmes, l'intelligence humaine qui est octroyée par Dieu. C'est cela. N'est-ce pas, docteur? Tout à fait. Merci. Vous passez une excellente journée du mardi. Derrière, nous allons faire le débat matinal avant de revenir sur mardi environnement. Bien sûr, on fait une pause. On marque, j'allais dire une pause, le temps de retrouver mes francs-parleurs de ce mardi. Il y a 2 sujets très intéressants au menu. À tout de suite. Levons-nous comme un seul homme pour combattre le mauvais traitement, les viols, le mariage des filles mineures et les violences sexuelles qui sont des pratiques brisant la dignité humaine. Au Bénin, les violences basées sur le genre sont sévèrement punies par la loi. N'ayons pas peur de saisir les autorités judiciaires. Si nous sommes témoins ou victimes d'une quelconque violence. La prévention de la violence sexuelle est la responsabilité de tous. La prévention de la violence sexuelle est la responsabilité de tous. Prenons l'engagement aujourd'hui de briser le silence et de dénoncer tous les cas de violation de droits, quels que soient leurs auteurs. Vous êtes de nationalité béninoise, vous êtes âgé de 18 à 40 ans, vous êtes titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur, bac professionnel, BTS ou DUT, licence professionnelle ou DTS, master ou ingénieur, vous êtes en quête d'un emploi ou d'une bonne expérience en entreprise en vue de votre insertion professionnelle, vous êtes immédiatement disponible, vous pouvez faire partir des 2000 bénéficiaires pris en charge chaque année par le gouvernement à travers le programme spécial d'insertion dans l'emploi. Pour ce faire, rendez-vous sur le site www.psie.bj. Remplissez les champs destinés aux candidats à l'emploi, inscrivez-vous et soumettez votre dossier. La suite réservée à votre dossier vous sera notifiée par SMS, par mail ou sur votre compte utilisateur PSIE que vous êtes invité à consulter fréquemment. « 5 sur 7 matin, bienvenue dans le débat matinal, bienvenue dans le forum de discussion. Les eaux territoriales béninoises ne seront plus un no man's land, des zones de non-droit pour les trafics de tout genre. Le Bénin a décidé de la mise en place d'un dispositif ultra moderne pour surveiller toute sa façade maritime. Désormais, plus rien ne sera comme avant, plus rien n'échappe à la préfecture maritime. C'est, disons, l'œil qui surveille H24 nos côtes. Comment tout ceci est orchestré, nous vous en parlons ce matin. Et puis, juste après, on vous parlera de biodiversité. Le Bénin, terre de biodiversité, abrite une faune sauvage d'une richesse exceptionnelle. Mais quel est véritablement l'état de ces espèces qui font la fierté de notre patrimoine naturel? Des majestueux éléphants aux furtifs guépards, en passant par les innombrables espèces d'oiseaux et de reptiles, nous allons explorer les défis auxquels ils sont confrontés, notamment le braconnage, la déforestation, le changement climatique. Mais aussi, nous allons nous arrêter sur ces initiatives porteuses d'espoir, les actions de conservation et les acteurs engagés qui œuvrent pour préserver ce trésor inestimable. En plateau avec moi, William Apollinaire Tchouki, bonjour et bienvenue. Bonjour Emma. Comment allez-vous? Je vais super cool et vous? Ça va, un plaisir de vous recevoir. Le plaisir partagé. Comme tous les autres mardis, en face de vous, Alain Tosno. Alain, bonjour et bienvenue. Bonjour Emma. Comment allez-vous? Oui, ça va très bien. Et nous avons le plaisir d'avoir sur ce plateau le contre-amiral Fernand-Maxime Aouyo. Il est le préfet maritime. Bonjour et bienvenue. Bonjour, c'est un plaisir d'être avec vous. Mais le plaisir, il est partagé. Quand on parle de préfet maritime, quel est son rôle? Alors, je dis bonjour aux téléspectateurs. Alors, le préfet maritime, c'est vrai qu'on en entend de plus en plus parler au Bénin. C'est une autorité à double casquette. Mais je voudrais dire qu'en réalité, le vrai préfet maritime, enfin initialement, c'est le chef de l'État.
Et vous convenez avec moi que le chef de l'État ne peut pas être partout à la fois. Donc le préfet maritime que je suis exerce un pouvoir par délégation. Alors le préfet maritime, c'est une autorité à double casquette. Une autorité civile en temps de paix, comme c'est le cas actuellement, donc dont la mission est de gérer les services publics, les missions de service public en mer, de rétablir l'ordre public en mer lorsqu'il est troublé. En cas de crise, il devient une autorité militaire. Et donc voilà, en 2 mots, c'est que le préfet maritime, autorité à double casquette, donc qui s'occupe des missions de service public. Alors qu'appelle-t-on mission de service public? C'est la protection de nos intérêts vitaux en mer, c'est la protection du transport maritime, la lutte contre la pollution, la piraterie maritime, l'assistance à tous les usagers en mer, et notamment des plaisanciers, et puis la protection de nos ressources halieutiques. Et donc voilà, en gros, les missions de service public. Évidemment. Y a-t-il des plaisanciers au Bénin? Il y a des plaisanciers, oui, il y a des plaisanciers. Pas à Saint-Tropez, oui. Il y a des plaisanciers au Bénin et il y en aura de plus en plus avec les projets de développement touristique sur notre littoral. Très bien. Alors, on en saura davantage un peu plus sur ce que vous faites avec ce dispositif acquis par le gouvernement pour surveiller nos côtes. Mais avant, Alain, il y a lieu de s'interroger sur tout ce qui se passe en mer. Est-ce qu'on a une idée de ce qui se passe en mer? On a une idée depuis que ces dernières années, on a commencé à beaucoup entendre parler des différents enlèvements au niveau maritime. Donc il y a la criminalité maritime qui a, ces dernières années, qui a augmenté. Et en 2020, on a pu enregistrer, on dit que 90% des enlèvements maritimes, c'est sur la côte du golfe de Guinée. Donc, au début, c'était des pétroliers, c'est-à-dire au niveau des côtes du Nigeria, on a enregistré, et du Cameroun, on a enregistré beaucoup de cas d'attaques des navires pétroliers. Mais on s'est rendu compte que, bon, chemin faisant maintenant, c'est des équipages qui sont pris en otage et tout. Donc, et ce qui a amené les pays de l'Afrique de l'Ouest, du Golfe de Guinée, à commencer effectivement à se mettre ensemble pour faire face donc à cette situation qui menace donc toute la côte. Donc je crois que il y a eu beaucoup d'initiatives avec l'appui d'un certain nombre donc de partenaires qui ont permis donc aussi bien au niveau du Bénin qu'au niveau des autres pays à commencer à partager les informations, à commencer à se mettre ensemble et pour pouvoir sécuriser donc nos côtes. Parce que, évidemment, comme aussi au niveau terrestre, il faut faire la surveillance du territoire maritime pour s'assurer qu'en termes de transport, mais également aussi pour s'assurer que tout ce qui passe là est véritablement donc, surveillé. Alors, William, on parle généralement de piraterie maritime, on parle également de pêche illicite. Est-ce que ce sont autant d'enjeux auxquels font face, on va dire, nos eaux territoriales? Tout à fait. Vous savez, quand on dit que la plupart des marchandises que nous utilisons dans le monde entier, on dit 90% des marchandises passent par les océans et les mers. Donc, par conséquent, la plupart des activités se passent en mer. Et comme l'a décrit tout à l'heure Alain, la piraterie à court sur ces eaux maritimes, c'est le lieu de prédilection pour ceux-là qui veulent voler, détruire, ou du moins ça, attaquer ces navires. Donc, c'est un lieu, souvent, les gens pensent que c'est des lieux où on peut faire des activités sans que personne ne nous arrête. Bon, il a dit, vous savez, la plupart de nos pays n'ont pas de moyens pour surveiller, par exemple, quand je prends par exemple la zone économique exclusive, est-ce que par le passé, notre pays avait les moyens de savoir ce qui se passe en eau profonde? On n'avait pas ces moyens-là. Donc, c'est des lieux où beaucoup de chalutiers qui venaient... Exactement, qui venaient, qui ramassaient des poissons sans qu'on le sache. Et puis voilà, c'est des pertes pour notre pays. Mais aujourd'hui, je crois que tout ceci est arrêté grâce à l'équipement acquis par l'État béninois. Alors, cet équipement, on en parle depuis, évidemment, le début de cette émission. On a envie de savoir, contre-amiral, c'est quoi ce dispositif finalement? C'est la recette miracle pour mettre fin à tout ce qui se passe en mer, à la piraterie, à la pêche illicite, à toutes ces dérives qu'on observe. Est-ce que c'est un équipement miracle? Oui, on peut le dire. C'est un équipement miracle, pour résumer.
Et dans les détails, il s'agit d'un système intégré de surveillance de nos espaces maritimes. Et ce système est composé de radars, de drones et de caméras de surveillance. Initialement, le système était conçu pour la surveillance maritime et le chef de l'État, soucieux d'offrir un environnement sécurisé à tout notre territoire, donc notamment les espaces maritimes, a voulu une extension à la douane et à la police, c'est-à-dire qu'au niveau de nos frontières, Craqué et Ilakondi. Donc la douane est entièrement impliquée dans la mise en place de ce système-là. Alors il permet donc de détecter, d'identifier et de faire intervenir au besoin les unités spécialisées, que ce soit de la marine, de la douane ou de la police. Alors, il est composé donc, il nous permet donc de savoir tout ce qui se passe sur notre littoral et même au-delà. Et dans le cadre de la régionalisation de la sécurité maritime, ce système nous permet également de partager des informations avec nos voisins, parce que la sécurité, elle est collégiale et nous devons nous mettre ensemble pour avoir de la réussite. Et quelle est la portée de ce dispositif-là? Ça permet de surveiller jusqu'à combien de kilomètres à la ronde? Alors, ce sont des données confidentielles. D'accord. Que je ne vais pas partager sur on comprend totalement. Voilà. Donc, les caractéristiques de ces équipements, je souffrais que je ne les partage pas, mais cela nous permet déjà d'avoir des résultats, de très bons résultats d'ailleurs, et notamment des arrestations de navires. Alors, par le passé, nous n'arrivions pas, mais aujourd'hui, plus rien ne se passe dans nos espaces maritimes et principalement dans les eaux territoriales sans que nous sachions, puisqu'il y a une veille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et lorsque vous avez l'alerte, quelle est la riposte qui est mise en place? Alors nous avons des unités en permanence en mer, les unités de la Marine nationale, qui interviennent aussitôt. C'est-à-dire que les navires, dès qu'il y a une alerte, les navires ne quittent plus la base navale, ils sont déjà en mer. Et donc nous les dirigeons vers le lieu du sinistre pour pouvoir intervenir. Donc c'est un travail de groupe, d'ensemble que nous faisons avec la Marine nationale, la douane et la police, qui sont les ailes opérationnelles du préfet maritime. Par le passé, quelles étaient les différentes formes, on va dire, d'attaques auxquelles faisait face la Marine nationale? Alors, nous avons enregistré par le passé des attaques de navires de commerce, notamment les porte-conteneurs, les pétroliers, les navires de pêche. Mais aujourd'hui, nous avons un double dispositif. Le premier, c'est l'obligation qui est faite à tous les armateurs d'avoir à bord de leurs navires des gardes armés. Ce dispositif, il est un dispositif de contact, comme on le dit dans notre jargon. Mais au-delà de ce dispositif, nous avons maintenant une couverture de l'ensemble du dispositif depuis notre frontière à l'est jusqu'à notre frontière à l'ouest. Et donc, toutes ces unités-là sont activées, donc la police, la douane et la Marine nationale, pour intervenir en cas de nécessité, et ce, en temps réel. En dehors de cela, nous arrivons également, puisque j'ai parlé tantôt de caméras de surveillance, nous participons donc à la préservation de la biodiversité, notamment à la lutte contre, en dehors de la piraterie, la capture des espèces interdites. La pêche IAN. La pêche illicite. Ouais. Mais sur le littoral, c'est-à-dire sur les plages, nous participons également à la lutte contre les espèces menacées d'extinction, par exemple les tortues de mer. Tout à fait. Donc nous avons des caméras qui nous permettent de surveiller en temps réel ce qui se passe sur nos plages. Très bien. Alors Alain, lorsqu'on écoute les explications du préfet maritime, on se rend compte que le Bénin aujourd'hui, on va dire, à l'avant-garde d'un combat qui a été de tout le temps, on va dire, une gangrène pour les pouvoirs publics. Par le passé, on ne pouvait pas fondamentalement faire face à tout ce qui se passe en mer. Et la plupart du temps, les agresseurs étaient mieux équipés que l'État. Que nos États. Parce que ce n'est pas que le Bénin qui est concerné par cette... C'est tous les pays. C'est tous les pays qui connaissent cette menace-là. Oui. Et aujourd'hui, bon, c'est un pas de géant qui est fait. Surtout pour lutter contre la pêche illicite, parce qu'il y avait des bateaux qui débarquaient sur nos côtes sans que même notre marine n'ait les moyens de les identifier. Parce que souvent, quand on commence à énumérer les causes
de la pêche illicite, les gens avaient une technologie qui ne permettait pas aux marines des pays de pouvoir les identifier. Alors, quand vous n'arrivez pas à identifier le navire, vous ne savez pas ce qu'il fait, il finit donc d'opérer et puis il disparaît. Mais maintenant, je pense qu'avec ce nouveau dispositif, on pourra très tôt identifier et pouvoir aussi donc aller agir. Donc, en matière de biodiversité, c'est salutaire. Donc, on pourra aujourd'hui, avec toutes ces espèces qui sont menacées, pouvoir donc renforcer la surveillance donc environnementale. Donc, il faut vraiment féliciter. Mais au-delà du Bénin, c'est de faire en sorte que il faut encourager le partenariat avec les autres pays. Parce que ça, si au niveau de nos côtes, la surveillance, elle est maintenant renforcée, les gens peuvent davantage aller à l'est comme à l'ouest. C'est vrai aussi que le Nigeria fait beaucoup d'efforts. Ils ont acquis beaucoup de navires, une centaine de navires aussi pour renforcer donc, la surveillance. Parce que là-bas, les enjeux sont plus énormes avec les pétroliers qui sont toujours braqués et tout ça. Mais c'est encourager cette, comment on appelle, ce combat, cette synergie avec les autres pays en termes de partage d'informations. Et ça qui permet donc de pouvoir, parce que les gens peuvent quitter ici, quand ils savent que ici c'est la surveillance est renforcée et aller ailleurs pour opérer. Donc je pense que c'est vraiment encourager les pays. Et ça a commencé, donc il faut encourager les pays à aller à renforcer donc, cette synergie-là. Alors on sait que la lutte, Alain l'a rappelé, William, elle est collégiale, elle est collective, parce que tant que les autres pays n'auront pas la paix, le Bénin non plus ne sera pas en sécurité. Comment est-ce qu'on fait justement pour mettre en place ce système intégré qui permettrait le partage de renseignements et d'informations? Je crois que j'ai eu la chance quand même de visiter les installations au niveau de la préfecture maritime. J'ai vu qu'on peut même voir même les informations des choses au-delà même de nos frontières. Donc, partage... Vous êtes dans la confidence? Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. En fait, donc, on peut partager les informations qu'on a reçu avec d'autres pays de la sous-région. Par exemple, le Togo qui est à côté de nous, le Nigeria, pourquoi pas, même s'ils ont un dispositif aussi performant. Mais il paraît que ce que nous avons au pays est plus performant de la sous-région. Donc, ça veut dire qu'on a plus d'informations à partager avec les autres pays. Maintenant, c'est de demander à ce que les autres pays aussi puissent avoir ce dispositif pour qu'on puisse quadriller tout l'ensemble de cette façade maritime. Et là, on va surveiller de près tout ce qui est action illicite dans nos eaux intérieures, surtout par rapport aux poissons. Vous savez, la pêche, avec les chalutiers, souvent les gens viennent avec des filets à mailles très fines, viennent, ramassent tout, partent. Ils raclent tout. Ils raclent tout le fond de l'océan. Pendant que nous manquons de cette ressource halieutique au pays, je crois qu'avec ces équipements, on permettra quand même de surveiller, d'avoir nos ressources pour les populations béninoises. Alors, on va demander au préfet si, depuis la mise en place de ces dispositifs, vous avez déjà raisonné des chalutiers venus de façon, on va dire, venus racler le fond de... Sans autorisation. Sans autorisation. Oui, tout à fait. Alors, ce qui se passe, c'est que nous communiquons très peu sur les performances de notre dispositif. Et ce qui fait que beaucoup ont cru que les choses sont toujours comme avant. Et donc, ce dispositif nous a déjà permis effectivement d'arrêter, d'arraisonner, puis d'arrêter des chalutiers qui faisaient des incursions dans nos eaux en toute impunité. En dehors des chalutiers, la mise en œuvre de ce dispositif-là a déjà permis l'arrestation d'au moins 6 navires impliqués dans la contrebande de diverses manières. Et donc, ce sont autant de résultats que nous avons récoltés en moins d'1 an d'opérationnalisation de ce dispositif de surveillance maritime. On a l'impression qu'on n'entend jamais parler, justement, vous l'avez dit vous-même, de la préfecture maritime, alors que vous êtes en train de faire d'excellentes choses. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de maintenir ça sous silence? Alors, il faut être discret pour être efficace. C'est vrai, nous faisons un peu de dissuasion, donc en faisant la promotion de notre dispositif, mais surtout auprès des compagnies maritimes. Mais vous savez, la contrebande à la peau dure, vous avez beau montrer vos dispositifs, mais il y aura toujours des contrebandiers qui vont continuer
d'essayer de contourner ce que nous mettons en place. Mais cela ne leur réussit pas parce que, je l'ai dit, et il l'a rappelé tout à l'heure Yves, monsieur, le dispositif est unique en Afrique de l'Ouest actuellement. Il nous donne des résultats exceptionnels. On aurait dit presque miracle. J'aime bien utiliser le mot miracle, parce qu'il s'est vraiment passé quelque chose. Et nous en sommes très très fiers. Mais, Emma, ce qui est intéressant, je comprends le préfet, c'est que souvent, quand vous voyez les images d'Ila-Kondji, vous voyez les agents en train de travailler, les douaniers, les policiers. C'est comme si on les suivait de près. Aucune action illicite ne peut s'y mener, quoi. Bah, si on veut t'arrêter, on veut te voir en train de prendre un sac, déplacer vers un endroit A à B, on le sait à peu près, quoi. Et puis je me dis, mais est-ce qu'il y a tout le temps des gens là pour voir tout ceci? Parce que c'est quand même... Enfin, pour moi, c'est trop grand de surveiller tout ceci, toutes ces actions. Et oui, ouais, voilà. Alors, il y a des caméras de surveillance qui prolongent nos yeux. Ouais. Je l'ai dit tout à l'heure, à nos deux frontières, Ila-Kondji est craqué. Ces caméras-là sont installées au profit de la douane pour justement lutter contre les contrebandiers qui contournent les points de... Auparavant, plus maintenant, qui contournent les points de contrôle. Donc, à chaque frontière, il y a un certain nombre de caméras qui ont été... dont l'emplacement a été identifié par la douane elle-même, par les spécialistes. Et donc, cela permet de sécuriser les recettes douanières. Et donc, tout cela constitue un ensemble intégré dont le centre se trouve à Cotonou, dont j'ai la charge. Et bientôt, nous allons faire une extension de tout ce dispositif-là dans les eaux intérieures. Donc, la lagune de Porto Novo, entre Cotonou, Calavi et Porto Novo. Parce qu'il y a un continuum terre-mer que nous ne devons pas négliger. Et donc, il y a donc une liaison de la mer vers la terre, de la terre vers la mer. Et donc, tout cela doit constituer un ensemble qui doit être surveillé. Alors, quels sont les points, les axes de progression de votre secteur pour pouvoir être davantage efficace dans la lutte? Alors, nous sommes dans une dynamique d'utiliser des images satellitaires. Donc, nous allons intégrer des satellites au dispositif pour avoir une zone beaucoup plus large à couvrir. Nous serons en mesure de couvrir toute la ZEE, la zone économique exclusive et au-delà. Donc, nous avons l'ambition d'utiliser des images satellitaires qui seront connectées à notre dispositif pour être à même d'identifier même une aiguille qui flotte sur l'eau. Ah ouais? Encore qu'une aiguille ne flotte pas. Voilà. Merci beaucoup, contre-amiral Fernand Maxime Aouyo. Vous êtes le préfet maritime. On a pu en savoir un peu plus sur ce dispositif acquis par l'État qui permet donc de surveiller nos eaux, de surveiller nos eaux territoriales pour que plus jamais un trafic, plus jamais les contrebandiers ne prennent d'assaut, on va dire, cet espace jadis no man's land. Aujourd'hui, on va dire, gage de sécurité, havre de paix. Vous passez une excellente journée du mardi et vous nous revenez quand vous voulez. Merci beaucoup, ça a été un plaisir. On espère un jour avoir l'occasion d'aller avec vous en mer, sera-t-on jamais, pour aller voir comment est-ce que vous opérez. Je vous invite à visiter notre centre. Mais ce sera, déjà fait. Ce sera avec beaucoup de plaisir. Ce sera avec beaucoup de plaisir. Merci beaucoup. Juste après donc cette parenthèse avec le préfet, messieurs, on revient ici pour parler à présent de biodiversité, de faune sauvage. Il n'y a pas si longtemps, on a célébré la journée mondiale de la vie sauvage William Apollinaire Tchouki. Ouais. Vous avez eu l'occasion à plusieurs reprises de visiter le parc ou les parcs Pendiari, le complexe WAP en général, donc W, Arli et Pendiari. Est-ce qu'aujourd'hui, on sait qu'il y a une situation sécuritaire un peu tendue dans le septentrion à laquelle le Bénin offre une riposte à la hauteur donc, de la menace. Est-ce que malgré tout ça, William, cette faune-là continue d'être sauvegardée? Alors, cette biodiversité. Ouais, il faut dire quand même qu'à... Bon, enfin, je ne vais pas donner une période pour que les gens pensent que voilà, c'est seulement avec ce gouvernement que les actions sont menées. Mais quand un État fait quelque chose, il faut le dire. Avant 2016, il faut quand même montrer que nos parcs n'étaient pas aussi bien protégés. Ça, là, il faut le reconnaître. Et puis, avec la signature d'accord avec African Parks, on a quand même senti une certaine quiétude au niveau de ces parcs. Quand vous allez, par exemple, au niveau de la Pendiari, la distance de fuite
entre vous et les animaux, elle s'est réduite. Et si vous permettez, William, sur ces images d'ailleurs qui sont qu'on va voir là, ce sont des images qui ont été filmées par les caméras de Bénin Télévision, de l'ORTB, notamment Patrick Benou qui a pris ces images qui sont en train de passer à l'antenne. Donc ce n'est pas forcément, ce n'est pas des images, on va dire, d'autres parcs, non, pas du tout. Ce sont les images du parc Pengari filmées par Patrick Benou. Donc je tenais à faire cette précision parce que certains peuvent penser qu'on a pris des images d'autres parcs pour illustrer le parc Pengari. Donc on a bien effectivement des lions, on a des éléphants, on a voilà, vous savez, on parle souvent des Big Five. Aujourd'hui au Bénin on en a 4. On a le lion, on a le léopard, on a je crois que c'est l'hippopotame, non oui c'est bien ça. Et puis les buffles. Les buffles, d'accord. Donc je disais que la distance de fuite entre les humains qui vont visiter ces animaux et nous, cette distance, elle est réduite. Vous pouvez être même à quelques mètres et voir ces animaux. L'autre chose encore, c'est l'effectif de ces animaux à l'intérieur de ces différents parcs. Que vous allez au niveau de la parc Pengari ou même encore de la parc, du parc W, on sent quand même que l'effectif a augmenté. C'est vrai qu'avec la situation comment dirais-je, des terroristes à l'intérieur, au niveau de nos zones frontalières, qu'il y a une certaine problème qui perturbe un peu la quiétude de ces animaux. Mais je me dis, depuis quand même quelques années, on sent quand même une certaine paix au niveau de ces réserves animalières. Et pour moi, c'est quand même une chance pour nous, surtout qu'aujourd'hui, notre État veut promouvoir le tourisme. Cela permettra aux gens, peut-être des années à venir, de pouvoir venir visiter calmement ces animaux, surtout quand on va en Afrique de l'Est, en Afrique du Sud, Namibie, Australie, voilà, on sent quand même que c'est une activité très très florissante. Pourquoi pas chez nous aussi au Bénin. Alors, Alain, l'État a consenti d'énormes, on va dire, d'énormes ressources dans la protection de ces espaces-là, malheureusement mis à mal par les ennemis de la liberté, on préfère le dire ainsi. Est-ce qu'on a une idée à peu près aujourd'hui de l'état de cette biodiversité? Bon, on n'a pas au niveau, à ma connaissance, des derniers chiffres. Donc, il y a eu un recensement qui avait été fait qui date de plus d'une décennie. Donc, or, avec toutes les mesures prises ces dernières années, on a un certain nombre de mammifères qui ont refait leur surface et tout, notamment le guépard. Donc, on s'est complètement disparu, mais qui est revenu. Donc, parce qu'auparavant, le Bénin était classé au 4e rang des pays, au plan mondial, des pays où on avait le plus de trafic illicite d'animaux. Est-ce que vous voyez? Et 25% donc des produits d'animaux qu'on retrouve au niveau donc, des marchés provenaient des aires protégées. Est-ce que vous voyez? Donc ça veut dire que avec le commerce illégal au niveau des marchés, il y a une étude qui a été faite. Les gens sont allés dans les marchés et ils retrouvent des carcasses d'animaux. Et la plupart de ces carcasses d'animaux, nous avons des mammifères. Et après, on a des reptiles et en plus des oiseaux. Et le Bénin, non seulement était au niveau des marchés locaux, il y avait cette vente illicite, mais également le Bénin était considéré comme un pays de transit. Donc il y a une étude de M. Mac Kouchoro, par exemple, qui montre que effectivement ce commerce illégal-là était florissant. Est-ce que vous voyez? Parce que justement, donc, nos aires protégées, la sécurité n'était pas très renforcée. Donc les gens, le braconnage faisait que les gens, ils allaient tuer les animaux et venaient maintenant les vendre, donc ces carcasses d'animaux au niveau donc, des différents marchés. Donc les gens, il suffit de sillonner les différents marchés. Quand on retrouve les carcasses d'animaux, là on sait qu'effectivement il y a un commerce, le commerce se développe. Donc aujourd'hui la sécurisation de ces aires protégées dont vous avez parlé a permis donc de freiner un peu ce commerce-là. Mais ça continue encore. Il faut souhaiter que effectivement. Mais il y a eu des avancées en matière donc de criminalité faunique. On a vu comment nos tribunaux aujourd'hui poursuivent tous ces gens. On retrouve les gens avec des braconniers. On retrouve des gens avec des sacs d'ivoire d'éléphant et qui sont régulièrement poursuivis au niveau donc, des tribunaux.
Donc au-delà de ça, c'est vraiment de continuer à sensibiliser, parce que en plus donc du braconnage, vous avez parlé dans votre introduction de la dégradation de l'habitat donc de ces animaux-là, qui concourent effectivement à la menace que nous avons donc au niveau donc de la faune. Donc maintenant, aujourd'hui, je pense que malheureusement, William l'a dit tout à l'heure, avec le phénomène, avec l'insécurité, ça fait que bon, tout le dispositif qui avait été mis en place est un peu mis à mal, mais il faut continuer aussi à sensibiliser les uns et les autres sur la nécessité vraiment de conserver. Parce que quand vous voyagez, vous voyez au bord de nos routes, les gens, ils vous proposent souvent ces animaux. Voilà, mais ça vient de quelque part. Et les gens en font leur commerce, mais en même temps, vous avez souvent des espèces menacées. Les gens ne savent pas que ces espèces-là sont menacées, et donc continuent à faire le commerce. Et donc, même si on sait que la répression, la sanction a vraiment été renforcée, mais il faut continuer davantage aussi à éveiller la conscience environnementale sur la nécessité vraiment déjà faire connaître les espèces qui sont menacées. Vous avez vu tout le travail que fait par exemple par rapport aux tortues marines. Mais au-delà des tortues marines, nous avons le pangolin qui est là. Il y a aussi le lamantin d'Afrique que nous avons, qui est souvent voilà. Le Sitatonga. Le Sitatonga qui est là. Donc toutes ces espèces là, qui sont menacées donc de distinction et d'extinction plutôt. Il faut pouvoir donc faire connaître et sensibiliser les populations sur la nécessité vraiment de continuer à les protéger. Parce que d'ici là, ça va être des espèces que nous allons montrer au monde et qui vont intéresser les touristes, parce que bon, il y a parmi ces espèces-là des espèces qu'on ne retrouve pas dans d'autres pays. Alors, William, Alain a commencé par parler tout à l'heure de ces initiatives porteuses d'espoir, des actions engagées donc par des ONG pour permettre de protéger un certain nombre de ressources, une certaine biodiversité. Il y a aussi d'autres actions menées par ceux qui gèrent aujourd'hui le parc, avec la formation des rangers, donc ces personnes-là qui sont au front office dans la lutte ou dans la préservation de ces espaces. Ouais. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec quand je prends par exemple African Parks, on dénombre quand même plusieurs centaines de ces rangers qui chaque jour surveillent de près ces animaux. Enfin, même si on ne peut pas surveiller à tous les niveaux, mais quand même, on sent quand même certaine sécurité au niveau de cette réserve. À part cela, cette ONG a aujourd'hui quand même acquis des aéronefs qui leur permettent quand même de surveiller même en l'air ces animaux. On peut même les baguer, surveiller, voir leurs déplacements, aller de telle réserve à une autre. Tout à l'heure, vous avez parlé de complexe WAP, Ali Pendjari. Donc, on peut suivre un peu le déplacement de ces animaux au niveau de ces différentes réserves animalières. Je me dis, cette quiétude retrouvée par ces animaux, c'est une chance pour nous, le Bénin. La menace au niveau de Burkina Faso, la menace au niveau du Niger, ces animaux se disent, alors, si on revient au Bénin, on a la quiétude. Donc, moi, j'aurais voulu que cette quiétude retrouvée dure dans le temps. Je veux aussi quand même que la paix revienne au niveau des frontières des autres pays pour que ces animaux trouvent cette quiétude. Parce que le déplacement des animaux d'un pays à un autre, c'est quand même ce qu'on veut. Si cela se fait aisément, on sentira quand même une population plus grande de ces animaux. Et puis voilà, cela c'est bien pour la biodiversité. Vous savez, les animaux nous donnent beaucoup de choses. À part ce qu'a dit Alain, on les tue, on les mange. Mais ces animaux, on peut en utiliser pour traiter des maladies. C'est ce que les gens ne savent pas. Ce n'est pas aller prélever beaucoup, mais on peut prendre un peu seulement pour traiter d'autres maux dont nous souffrons. Donc, c'est bien de les protéger pour le bien de l'humanité. Très bien. Allez, on a souhaité avoir sur ce plateau le point focal CITES, convention donc sur le commerce international des espèces de faune et de flore menacées d'extinction. Malheureusement, on n'a pas pu mettre la main sur lui. Ce sera sans doute pour une autre fois. Il va nous lister toutes ces actions qui sont menées dans le sens de la préservation de cette faune sauvage-là qui fait aussi la fierté du Bénin. Merci beaucoup à vous, William. Merci également à vous, Alain, pour toutes ces réflexions. On se retrouve
mardi prochain si tout va bien. On a encore quelques rendez-vous à tenir, notamment avec William Jouki qui va nous parler tout à l'heure des héros de la planète. C'est une initiative portée par de jeunes gens qu'on va découvrir tout à l'heure. On vous parlera également du rassemblement des Agodji. De quoi s'agit-il? Je vous laisse tout le suspense en entier. Mais avant, on fait un petit break et on vous revient dans un peu plus de 2-3 minutes. La limitation de la transhumance et l'interdiction de la transhumance transfrontalière a commencé par donner aux éleveurs beaucoup de leçons. L'élevage naturel, ça là c'est terminé. Il faut qu'on aille à un élevage où nous-mêmes nous allons produire les fourrages pour quand même donner de la graisse à nos animaux. Pour pouvoir disposer de l'aliment, c'est-à-dire le fourrage en quantité et en qualité suffisante, nous allons pouvoir appuyer tous les éleveurs autant qu'ils sont pour pouvoir mettre à leur disposition de l'aliment bétail à un prix subventionné. Le bénéfice que nous voyons, c'est l'éducation de nos enfants. Quand vous allez partir maintenant vers Fana, vous allez voir les enfants qu'on emportait là. Ils ne sont plus partis, ils sont à l'école. Il faut remercier le gouvernement et remercier le projet POSEP. Si nous ne changeons pas notre méthode, nous allons disparaître. Les éleveurs doivent pouvoir prendre leurs dispositions très tôt pour pouvoir assurer l'alimentation des animaux si tel est qu'ils veulent vraiment continuer dans cette activité-là. Il faut qu'on aille au fourrage, à la production du fourrage. C'est tout ce que je peux dire à nos éleveurs et qu'on ne cesse à chaque fois de leur répéter le pâturage naturel, qu'on doit mettre fin à ça parce qu'aujourd'hui c'est la source des conflits au niveau de toutes les communes du Bénin. Vous êtes de nationalité béninoise, vous êtes âgé de 18 à 40 ans, vous êtes titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur, bac professionnel, BTS ou DUT, licence professionnelle ou DTS, master ou ingénieur, vous êtes en quête d'un emploi ou d'une bonne expérience en entreprise en vue de votre insertion professionnelle, vous êtes immédiatement disponible, vous pouvez faire partir des 2000 bénéficiaires pris en charge chaque année par le gouvernement à travers le programme spécial d'insertion dans l'emploi. Pour ce faire, rendez-vous sur le site www.psie.bj. Remplissez les champs destinés aux candidats à l'emploi, inscrivez-vous et soumettez votre dossier. La suite réservée à votre dossier vous sera notifiée par SMS, par mail ou sur votre compte utilisateur PSIE que vous êtes invité à consulter fréquemment. Elle a régné sur le Dahomey entre 1708 et 1700. Allez, on va finalement marquer la pause. Elle s'appelle Tassi Ambé, elle a régné sur le Dahomey en 1708 et 1711. Nous étions en plein 18e siècle, longtemps restée grande oubliée, grande effacée de l'histoire. Elle renaît aujourd'hui à travers plusieurs actions et l'une d'entre elles menée par une dame de fer, le rassemblement des Agodji qui se fera à l'occasion de son tricentenaire, 300 ans maintenant qu'elle a existé. Cette brave femme... on en parle ce matin avec Paul Bert Adiaoto, une autre brave femme. Bonjour et bienvenue. Bonjour Herman. Comment allez-vous? Je vais super bien, j'espère que vous aussi. Mais ça va, c'est un plaisir de vous recevoir sur 5 sur 7 matin pour parler du rassemblement des Agodji. Je suis habitué, le plaisir est chaque fois renouvelé. N'est-ce pas? Alors, le rassemblement des Agodji, c'est de quoi s'agit-il? Eh bien, merci William. Déjà, bonjour. Bonjour, Paul Betts. Et merci Herman. L'aventure. Je ne suis pas en train de faire la pub, hein, mais l'aventure a démarré par ça, par le livre. Le livre Dans les pas d'une Amazone que nous sommes allés présenter grâce aux Guadeloupéens qui étaient arrivés à Cotonou pour la Biennale de Ouida et qui m'ont posé une question qui m'a moi-même intriguée. Vous avez écrit Dans les pas d'une Amazone, c'est votre autobiographie, c'est pourquoi? Je lui dis, c'est pour faire des femmes fortes, des femmes résilientes, des femmes qui vont pouvoir faire face facilement aux difficultés de la vie. Et il me demande, est-ce que vous connaissez la reine Tassi Ambé? Oui. Je lui dis non, elle existe.
Ben oui, elle existe, nous on est en train d'aller la voir à Abomey. Je dis, ben, je viens avec vous. C'est comme ça que nous sommes allés à la rencontre de la reine Tassi Yangbe et j'ai présenté le livre à la reine Tassi Yangbe. J'ai dû expliquer. Celle qui incarne aujourd'hui la reine Tassi Yangbe. Pas la vraie reine Tassi Yangbe, parce qu'elle n'est plus là. Hein. Non, elle n'est plus là, mais le trône existe encore, le palais est là. Et donc, c'est justement ces réalités-là que les gens ne maîtrisent pas, les gens qui vont à la place de l'Amazone, ces femmes qui disent « je suis Amazone », sans connaître l'histoire de l'Amazone dans toute son authenticité. Et c'est là même l'objectif. Hein, puisque la reine nous a reçus, et finalement, quelques mois après, j'ai été appelée pour qu'on puisse organiser ensemble le tricentenaire de la reine Tassi Yangbe avec les Guadeloupéens qui sont totalement partants, avec l'association des ressortissants béninois de France qui sont là pour nous soutenir et avec l'appui de la vice-présidente du Bénin, Madame Mariam Chabi Talata Yerima Zimé, qui est, je pense, nous pensons bien, la première Amazone du Bénin parce qu'elle joue le rôle de binôme du président de la République. Voilà, et il va se passer énormément de choses au cours du tricentenaire, des découvertes, des révélations pour que nous puissions avoir l'histoire à la fin de cet événement-là dans un document pour ne plus avoir plusieurs, comment je peux dire plusieurs versions de l'histoire de la reine. Alors, si vous permettez, comment se fera ce rassemblement des Agodiers? Est-ce que, vous savez, chaque femme est une Agodier. Vous voulez dire que vous voulez rassembler toutes les femmes du Bénin? Mais si on pouvait, et même on a étendu, vous serez surpris là tout à l'heure, le tricentenaire c'est énorme, et donc on s'est dit, on a essayé de rencontrer certaines personnalités de la place pour nous venir, pour faire ça ensemble, parce que c'est l'histoire du Bénin, et on s'est dit, il faut arriver à Sendé pour pouvoir vraiment maximiser nos chances de toucher ceux du Bénin, tout le Bénin et d'ailleurs, et révélé par ricochet Abomey, un peu comme Ouida a été révélé, est en train d'être révélé, certaines villes où le Bénin est en train d'être révélé. Et donc, on s'est dit, on va commencer d'abord par le rassemblement des Agodiers qui se fera le 29 mars prochain au palais de la reine Tassi Yangbe. Et vous savez que vous connaissez Weya, les femmes ou les women environment ambassadeurs que nous avons lancé ici il y a quelques années. Les Weya feront partie. Et donc, même ici à la chaîne, à l'URTB, on veut que si vous identifiez ces femmes vaillantes, battantes, vous les inscrivez et puis elles recevront l'attestation royale qui portera l'empreinte de la reine Tassi Yangbe. Et nous avons des Amazones qui sont déjà inscrites ici, celle de Cotonou. J'ai vu, il y a certaines cadres de banque et celles de Bembereke même, et certaines femmes du Togo, de la Côte d'Ivoire, de la Guinée, s'il vous plaît, de la France et de la Guadeloupe. Et qu'est-ce qui va se passer? Ces femmes-là qui peuvent se déplacer sur Abomey seront avec nous le 29 mars, mais celles qui ne peuvent pas se déplacer vont envoyer leurs images et un récapitulatif de leurs actions. Et nous allons faire un déroulé en diapo de ces femmes-là pour que tout le monde voit ces femmes qui n'ont pas pu se déplacer, qui sont en France, qui sont en Guadeloupe, qui sont en Côte d'Ivoire, qui se sont inscrites un peu partout dans le monde, que tout le monde puisse voir que, voilà, elles font partie de la liste des Agodiers. Toutes les femmes sont des Agodiers, effectivement, mais il y a des femmes qui... Plus Agodiers. Soyons sincères, vous savez que j'ai toujours été... il y a des femmes qui méritent quand même, qui sont dans l'ombre, qui méritent d'être célébrées. Il y a des femmes qui ont fait des choses qu'on ne connaît pas et nous ne sommes pas en train de parler des femmes lettrées. Nous parlons des femmes qui ne sont pas lettrées, qui ont fait des choses extraordinaires dans leur environnement, dans leur espace, dans leur milieu respectif. Ces femmes-là, mettons de la lumière sur ces femmes pour pouvoir donner un sens à cette Amazone qui a été implantée pas loin de chez moi, que j'ai du plaisir à voir tous les matins et ça me donne de l'énergie. Alors c'est bien, je crois que ça permettra certainement à d'autres femmes de continuer à se battre
comme on a fêté il y a quelques jours la Journée internationale des droits de la femme, vous savez un peu tout ce que vous faites pour cette nation, pour le monde entier. Certainement encore ça va vous galvaniser à continuer à travailler pour le monde, pourquoi pas? Oui, un réel plaisir. Je me suis retrouvée pour le 8 mars effectivement à Pomossé. J'ai pas l'habitude, je suis pas allée à Pomossé, même comme je faisais des actions, et pourtant c'est chez moi et l'accueil a été extraordinaire et on a entendu ces femmes et elles étaient, je leur ai dit, vous savez, nous ne sommes pas dans la logique de distribuer des billets de 500 francs. Nous sommes dans la logique de vous rassembler pour que vous appreniez avec des formateurs à faire du savon, à préparer, à transformer pas mal de choses. Elles font du manioc et on va leur apprendre à faire du hatchiké et elles nous parlaient d'engrais et tout ça. Donc c'est pour que ces femmes puissent réellement et fondamentalement s'autonomiser, puisque ça fait partie du thème de cette journée-là. Et les échanges ont été extraordinaires et elles étaient fières. Avec la même joie, nous avons bu notre bissap local et tout, et puis il n'y a pas eu de distribution de fonds parce que justement on est dans un autre level et il faut poursuivre la dynamique. Vous avez parlé aussi de comment faire connaître la vraie histoire de la Tassi Angbe, parce que il y a tellement de choses qui sont dites par rapport à cette reine. Voilà, et puis vous entendez plusieurs versions. Voilà. Et qu'est-ce qui va se passer? Je l'ai appris seulement hier avec nos amis de la Guadeloupe qui souhaitent qu'après le 29 mars, il y aura déjà des tickets. Il y a des tickets pour les participants, les VIP, toutes sortes. Et toutes ces femmes qui peuvent recevoir cette attestation-là, tout est en cours de préparation. Nous allons communiquer autour de ça. Et en octobre, les Guadeloupéens nous invitent, la reine et tout le staff qui est en train d'organiser le tricentenaire, le rassemblement des Agodiers aussi, pour faire une tournée dans la Guadeloupe et faire la promotion du livre dans les pas d'une Amazone et découvrir d'autres Amazones, échanger avec d'autres Amazones, faire une sorte de partage d'expérience pour qu'il y ait cette synergie, cette connexion avec nos frères qui sont de l'autre côté et nous, afin de maximiser toujours nos chances de révéler l'Afrique, de révéler le Bénin, de faire rayonner nos contrées. Et donc, finalement, le tricentenaire même, où il y aura un colloque des scientifiques, justement, à Abomey, et que nous aurons assez de préparation, nous ferons plein de choses et tout ça. Et c'est après la manifestation que nous allons pouvoir sortir le livre qui raconte dans son authenticité l'histoire même de la reine Tassi Angbe, de la reine des Amazones. Et donc le 29 mars, il y aura des stands et nous allons découvrir, vous voyez le rongan qui se danse là chez nous, les catholiques, eh bien, ça vient de la reine Tassi Angbe. Le habla que nous mangeons, ça vient de là. Donc sur le plan culinaire, sur le plan artistique, franchement, il y a énormément de choses à découvrir au cours du 29 mars, mais surtout la grande comment dire ? Oui, c'est la remise de cette attestation royale qui portera l'empreinte. Parce qu'on a hésité entre signature et empreinte. On s'est dit non, ce qui est plus authentique, bien, c'est l'empreinte que portera cette attestation-là, que toutes les femmes qui seront présentes pourront recevoir. Mais la première qui reçoit cette attestation, c'est bien évidemment la vice-présidente. Et je remercie les femmes qui sont assez chaudes aussi pour participer, sont les femmes de Clé-en-Main. Et je fais un coucou. Et les femmes il y a déjà des dames au Togo qui sont tellement... qui nous motivent en fait, qui nous motivent, c'est inimaginable. Vous savez, le Togo et le Bénin, c'est presque la même chose. Voilà, mais qui sont qui sont totalement en train de nous dire, ben oui, on est prête, on va, voilà. Alors, c'est vrai qu'on est aujourd'hui le 11, c'est le 29, l'événement, il y a encore beaucoup de jours. Vous avez un message spécial à partager, j'allais dire, avec ces femmes agodiers du Bénin et du monde entier? Franchement, je suis en train je lance un vibrant appel à ces femmes-là. Chaque femme qui estime que elle a fait des choses, même si elle pense que c'est petit, quand elle nous dira j'ai fait ci, c'est ça, quand on aura des preuves, nous on trouvera que c'est énorme. Donc, et même les femmes qui ne veulent pas se manifester, si ceux qui pensent que tel
peut être agodié, peut recevoir l'attestation, bien, il faut l'inscrire. Les numéros sont là au 01 90 43 74 74. On vous fera la facture juste après. Oui, il n'y a pas de souci, nous allons payer. Et sans vous, effectivement, il n'y a pas d'agodier. Je m'arrête toujours pour dire merci au Asuka, merci à vous, merci infiniment. Et que ceux qui veulent soutenir les partenaires privés, qu'ils viennent avec nous, ça sera une très belle aventure. Merci beaucoup, Madame Paul Berthe, l'autre agodier du Bénin. Merci beaucoup. Merci, vous passez une excellente journée du mardi. On se retrouve très bientôt par ici pour faire le débrief de comment ça s'est passé, comment est-ce que vos invités, vos agodiers ont aimé cette... J'espère que vous serez avec nous pour faire le débrief. Ce sera avec beaucoup de plaisir. Merci infiniment. Merci. Allez, à très bientôt, très bonne journée à vous. 5 sur 7 matin. On va continuer par parler environnement sur ce plateau. On vous parlera de l'initiative de ces gens-là, ces jeunes gens qui veulent faire des enfants, on va dire des citoyens éco-responsables. À tout de suite. Faire le tri des déchets, assainir son cadre de vie, éviter de consommer du plastique. Comment mieux éduquer à l'environnement? Eh bien, c'est la lutte que mènent ces jeunes gens qui s'engagent pour la planète. Ils ont décidé de conquérir des cœurs à la lutte écologique en travaillant avec les enfants. Ces bouts de chou, ces personnes-là qui sont encore, on va dire, innocentes et qui sont encore, qu'on peut encore fasciner, facile à façonner. Voilà. Leur objectif, c'est de créer, comme ils le disent, des héros de la planète. William Apollinaire. Tout à fait, vous l'avez tout dit, veiller et engager les jeunes face aux effets néfastes des changements climatiques, rendre notre planète Terre plus vivable, c'est la mission que s'est assignée. La présidente 2025 de JCI, Abomey Calavi Phoenix, elle est aussi la présidente, c'est bien sa présidente, ouais, de JCI, et puis responsable de NEL Créa. Madame Annelle Morissette Kodia, bonjour. Bonjour, monsieur William. À vos côtés, c'est monsieur Oloudé. Malik Din. Tout à fait. Malik Din. Vous êtes aménagiste du territoire, géographe donc. Tout à fait. Et puis vous êtes directeur du projet Les Héros de la Planète. Tout à fait. Alors, je veux savoir pourquoi ce projet, Madame Annelle Morissette. Merci, monsieur William. Ouais. Le projet Héros de la Planète est une initiative de la Jeune Chambre internationale Abomey Calavi Phoenix qui vise à éduquer les enfants, les jeunes, je vais dire, sur comment protéger l'environnement. Parce que de plus en plus, on emmagasine beaucoup d'objets néfastes, les sachets. La journée le 1er juin, par exemple, on plante des arbres, mais après, qu'est-ce que ça devient? Rien. Peu d'entretien. Voilà. Donc, on s'est dit que le mieux, c'est d'éduquer déjà la couche, les enfants, pour savoir comment est-ce qu'ils peuvent se prendre pour pouvoir protéger l'environnement et lutter beaucoup plus contre les changements climatiques. Cela voudra dire que vous allez descendre dans les écoles, dit Malik? Tout à fait. Déjà par rapport au projet, nous aurons à... bonjour. Pas de souci, on y va. Par rapport au projet, nous aurons à descendre, que ce soit dans les écoles primaires, que ce soit dans les écoles secondaires aussi, et aussi même par rapport aux étudiants. Au collège, disons, au niveau des enfants du primaire, nous aurons parcouru les classes de CE1, C2 et CM1. Nous aurons à faire des campagnes de sensibilisation. Nous aurons aussi à faire des ateliers pratiques. C'est-à-dire, nous aurons à les montrer comment faire des dessins d'art, histoire de pouvoir faire un challenge à la fin pour ceux du primaire. Nous aurons à faire un challenge en dessin d'art pour que les enfants puissent exprimer la manière dont ils perçoivent l'environnement. Par rapport au secondaire, nous aurons à faire aussi des campagnes de sensibilisation. Nous aurons aussi à faire des ateliers pratiques, que ce soit dans la fabrication des sacs biodégradables, que ce soit dans la conception des mini-fours à partir de carton et de papier aluminium. Okay. Par rapport aux étudiants, nous aurons à faire des campagnes de sensibilisation aussi. Et à la fin, nous aurons à faire une formation, que ce soit en débat et en art oratoire. Et à la fin, nous aurons à créer un challenge entre ces étudiants-là, où ils auront à exprimer leur art, leur manière de pouvoir faire des débats, défendre leur projet, surtout quand même dans le domaine de l'environnement. Alors, quelles sont les actions ou même les impacts concrets que vous espérez voir auprès de cette jeunesse? Madame Annelle Morissette. Déjà à partir des concours d'art oratoire,
il doit pouvoir rester dans la tête de ces étudiants, de ces jeunes-là, comment est-ce qu'ils aperçoivent en fait l'environnement demain. Comment est-ce qu'ils veulent que les choses se présentent et que ce soit sain. Et quand je prends les enfants, les dessins qu'ils auront à faire leur permettra déjà de voir que oui, je veux que tout soit beau. Et pour que tout soit beau, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut réduire certaines choses, il faut éviter certaines choses, il faut enlever certaines choses pour que l'environnement soit vraiment sain. Alors aujourd'hui, comment compter? Oui, allez-y, toujours par rapport à ça, nous voulons concrètement pouvoir sensibiliser, si c'est possible bien sûr, 3000 jeunes, que ce soit des élèves, des écoliers, des étudiants, sur les enjeux du changement climatique. Nous voulons aussi former 300 jeunes aussi à travers des ateliers pratiques, comme je vous l'expliquais en temps, des ateliers en fabrication de sacs biodégradables, en conception qu'on appelle de mini-fours à partir de papier, qu'on appelle de carton. Nous voudrons aussi, comme elle a su le dire, faire un challenge éducatif. Challenge où ces enfants pourront, à travers des concours en art oratoire, en débat, en poème, que ce soit en dessin d'art, que ces enfants puissent exprimer leur art. Alors, aujourd'hui, avec le projet, c'est sûr que ça va intéresser beaucoup d'écoles, pourquoi pas aussi les entreprises. Comment est-ce que ces entreprises ou ces écoles peuvent vous soutenir dans cet élan de protection de l'environnement? Déjà, c'est de nous faciliter la tâche. En quoi faisant? Quand nous venons vers eux, de pouvoir mettre à disposition ces élèves-là. Ah, d'accord. Ces étudiants, ne pas trop nous compliquer la tâche parce que nous avons commencé les démarches il y a un moment. Ce n'est pas gagné d'avance parce que vous allez dans des écoles, ils ne sont pas ouverts. Bien sûr, il y a un programme qui est déjà mis en place, mais cela également fait partie de, comment je vais dire, l'épanouissement des enfants et ça aidera également ces différentes écoles-là. En dehors de ça, les entreprises qui peuvent nous accompagner en termes, pas forcément financiers, mais en mettant à disposition peut-être des cartons pour ceux qui vont suivre les formations. Mais vous ne refusez pas l'argent en tout cas? Non, si d'entre eux vont prendre, bien sûr, pour pouvoir acheter ces différents matériels. Bien sûr. Et nous n'allons pas partir sans remercier déjà les différentes entreprises qui déjà se sont positionnées déjà sur ces différentes campagnes de sensibilisation. Ces séances de formation, si vous permettez, je peux les citer. Pas du tout, on ne permet pas. D'accord. En tout cas, nous les remercions. Mais est-ce qu'au moins vous avez sollicité l'AJDS? C'est quand même une structure nationale qui fait beaucoup dans la protection de l'environnement. Bien sûr, qui est prête à nous accompagner sur les séances de sensibilisation et prête également à nous accompagner pour identifier, nous faciliter la tâche auprès des écoles. Afin de pouvoir accepter que ce projet-là soit réalisé dans leur école. C'est vrai, tout à l'heure, votre titre dit que vous êtes présidente 2025 du DCI Abomey-Calavi Phoenix. C'est seulement à Abomey-Calavi l'action se mènera ou bien c'est dans d'autres communes du Bénin? C'est seulement à Abomey-Calavi, précisément à Akasato. Akasato qui regorge 14 villages. Donc, c'est pas petit. C'est pas petit. Non. Oui. Un mot à l'endroit de cette jeunesse, de ces responsables d'établissements, d'écoles, de collèges, pour qu'ils vous accompagnent dans cette action de protection de l'environnement et d'éducation environnementale. Ce que je dirais beaucoup plus, c'est que notre projet, notre objectif est de pouvoir créer de véritables ambassadeurs de l'environnement. Donc, c'est assez important que ces écoles, que les gens puissent comprendre le sens vraiment de l'initiative que nous portons. Cela en va bien sûr de l'avenir de tous. Parce que les vagues de chaleur que nous subissons maintenant, c'est vrai, nous subissons cela actuellement. Mais d'ici 10 ans, 15 ans, c'est la couche qui vient. C'est cette couche-là qui subira encore plus cet effet-là. Donc je pense bien que c'est notre avenir qui est en jeu. Donc, il vaut mieux qu'on prenne la disposition aujourd'hui, déjà commencer par éduquer les enfants pour un changement véritable de comportement. Tout à fait. Oui, Madame Morissette, vous qui êtes une dame, une agodie aussi, vous avez quelque chose à dire, peut-être pas aux jeunes dames, aux jeunes filles, dans cet élan de protection de l'environnement? Je dirais d'en faire une activité, d'en faire une cause personnelle. Voilà. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup. Merci à vous, William Tchouki, pour évidemment ces échanges assez nourris sur ce projet que j'aime particulièrement. On parle de fabriquer les héros de la planète. De la planète. C'est ça. Ouais, c'est vrai. Les enfants, ça veut dire qu'au finish, tous ces enfants formés deviendront des héros de la planète. Et on va en tirer des ambassadeurs qui vont continuer parce que ça ne va pas s'arrêter seulement en 2025. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Une fois la connaissance acquise, ça reste pour toujours. Hein. Exact. Voilà. Très bien. Parce qu'aujourd'hui,
Les personnes âgées, on va dire les adultes, sont déjà tordus. Des bois secs. Des bois secs, malheureusement. Et donc, pour un combat beaucoup plus, on va dire, plus impactant, plus résilient, bien sûr, il faut miser sur la jeunesse. Sur les enfants, sur la jeunesse. Parce que eux, ce sont les acteurs de demain. Ce sont les acteurs du changement de demain. Merci, vous souhaite beaucoup de courage. Merci. À très bientôt. À bientôt. C'est sur cette matin. Allez, il y a encore un dernier exercice à faire. Ce sera avec Marcel Arrossi pour la revue de presse, pour boucler la boucle. Mais avant, allez, on va prendre une dernière pause et on vous revient juste après. Bientôt. Le silence est un égalisateur. Et c'est dans le silence que la vérité se révèle. Non. Qu'est-ce que tu fais? Oh, dans des cas, nous sommes en train de discuter du menu. Ne me fais pas ça. Oh, ne me le fais pas. Quoi? Ah, je comprends. Tu veux pas m'embrasser devant les gens, c'est ça? Ah, mais qu'est-ce que tu fais? Ce n'est pas pour ça que je t'ai appelé ici. Mais tout ça me réconforte. C'est qu'elle n'était pas intelligente dans sa tête. Elle avait le cerveau d'une fille rurale et très collante, très ennuyeuse, très stupide. Tu ferais mieux de contrôler ta bouche, contrôle ta bouche. C'est ce qu'elle était. Tu vas la fermer? Une salope. Tiens, Lolo. Si l'amour vous rejette, endurcissez-vous. Même si les gens vous trahissent, endurcis-toi, mon fils. L'ORTB passe en vous. Bientôt. Oui, oui, je veux un enfant qui soit de mon sang, de mon pur sang. Qu'est-ce que tu fous là? Police. Combien serez-vous prêt à payer pour ce beau corps? C'est confirmé? T'es enceinte? En 4 ans, je t'ai vu que 5 fois. Je vais reprendre ma question. Et n'ose pas me mentir. Christian, comment tu l'as connu? L'ORTB passe en vous. C'est que sur cette matin, la revue de presse de Marcel Arrossi, à la une, Marcel Soglo et Yahi attendu de nouveau à Niamey. Vous le savez bien, les relations entre le Bénin et le Niger restent légèrement tendues malgré la levée des sanctions de la CEDEAO en février 2024. La fermeture des frontières entre les deux pays persiste, affectant donc les échanges commerciaux et les économies locales. Dans ce climat délicat, les anciens présidents béninois, Nicéphore Soglo et Boni Yahi, ont été de nouveau sollicités pour une médiation. Information confirmée par Nicéphore Soglo lui-même lors d'une interview sur RFI, rapporte l'emblème du jour. Je suis invité à nouveau par le général Tiani, je vais y aller. Pour le moment, j'attends que l'ambassadeur ici me communique la date. Je vous tiendrai informé de l'évolution de la situation, aurait-il déclaré, comme le rapporte bien sûr l'emblème du jour. Le quotidien Fraternité met en avant l'importance du rôle des anciens présidents dans la résolution de cette crise diplomatique. Selon le journal, malgré une première tentative infructueuse en juin 2024, la nouvelle invitation du président Tiani à Soglo et Yahi apporte une lueur d'espoir pour un dégel des relations entre Niamey et Cotonou. Le journal insiste sur l'impact de la fermeture des frontières qui asphyxie les échanges commerciaux et renforce la fracture entre les deux peuples. La situation reste préoccupante, bien que des avancées aient été constatées, notamment avec la nomination d'un ambassadeur béninois au Niger et l'exportation du pétrole brut nigérien via le Bénin. Cependant, Fraternité souligne que l'objectif principal, à savoir la réouverture des frontières, n'est toujours pas atteint. Fraternité met aussi en lumière l'importance du soutien de l'ancien président nigérien Mahamadou Issoufou à cette médiation. Selon le journal, l'intervention conjointe de Soglo
Yahi et Issoufou pourraient peser davantage dans les négociations. À trois et avec leur charisme, ils ont plus de chances de faire entendre raison à Tiani, surtout que du côté de Cotonou, c'est du pain béni de voir la frontière de Gaïa se rouvrir. L'issue de cette médiation reste donc incertaine, mais elle suscite beaucoup d'attentes parmi les populations des deux côtés du fleuve Niger. Un succès serait une victoire diplomatique majeure et un signal fort sur l'influence que peuvent encore exercer les anciens dirigeants dans la stabilité de la sous-région. Si elle aboutit, elle marquera une étape clé dans la normalisation des échanges et la consolidation de la coopération régionale. Merci beaucoup à vous, Marcel Arrossi, pour ce tour d'horizon de l'actualité. C'est moi. Et ainsi s'achève 5 sur 7 matin de ce mardi 11 mars 2025. Merci à toutes les équipes rédactionnelles et techniques réunies autour de Ange Nicaise d'Orego. Retrouvez-nous demain quand il sonnera très exactement 7h, 6h en temps universel. D'ici là, portez-vous très bien. Au revoir. Bon mardi à tous et à chacun. Paix et joie dans le monde. Salut.